Avant d'aborder le sujet principal, il est essentiel de reconnaître que la situation en Afrique ne peut être attribuée uniquement aux Occidentaux. En tant qu'Africains, nous devons prendre conscience de notre propre responsabilité dans nos difficultés. Si certains Africains choisissent de trahir leur propre peuple ou de s'associer avec des intérêts éphémères occidentaux, ce n'est pas la faute des Occidentaux, mais plutôt une question de mentalité qui doit être changée pour progresser en tant que continent. Voici donc 22 présidents africains assassinés depuis 1963, pendant qu'ils étaient encore au pouvoir. Le premier. En 1993, le Burundi a été secoué par les événements du 21 octobre, qui ont entraîné une onde de choc dans le pays. Le président Melchior Ndadaye, qui avait été investi à la tête du pays seulement 100 jours auparavant, a été assassiné, plongeant ainsi le petit pays de la région des Grands Lacs dans 15 années de guerre civile. Il était à peine 2 heures du matin, ce jeudi 21 octobre à Bujumbura, lorsque le journaliste de Jeune Afrique, Laurent Girodino, a été réveillé par des tirs de balles. Résidant à l'hôtel « Source du Nil », situé à côté du palais présidentiel, il s'apprêtait à assister à l'un des coups d'État les plus sanglants de l'histoire du Burundi. À travers sa fenêtre, il a pu voir des soldats courir sur l'esplanade de l'hôtel, éclairés par les balles traçantes, tandis qu'un véhicule blindé se dirigeait vers le portail du palais présidentiel. Les putschistes, principalement composés de membres du 1er bataillon blindé soutenus par des parachutistes, ont lancé l'assaut sur la présidence. Les échanges de tirs ont duré plus de 45 minutes. Des obus tirés par les putschistes ont fini par détruire une partie du palais et une façade de l'hôtel « Source du Nil ». Après 8 heures du matin, un véhicule blindé de la garde présidentielle a emmené Melchior Ndadaye et sa famille, pour les protéger, mais cette protection s'est révélée être un piège pour le président. Alors que sa femme et ses enfants ont trouvé refuge à l'ambassade de France, lui a connu un sort différent. Conseillé par l'un de ses aides de camp, il aurait revêtu un uniforme militaire avant de monter à bord d'un véhicule blindé avec lui. Ce subterfuge leur a permis d'échapper aux putschistes, mais leur fuite a été de courte durée. Son aide de camp aurait proposé de le déposer dans son quartier d'origine, où il aurait pu trouver des personnes pour le cacher, mais Ndadaye aurait refusé. Il a décidé de continuer à faire confiance à sa garde présidentielle, c'est pourquoi il a choisi de se rendre au camp Mua, qui était le siège de la garde présidentielle à l'époque à Bujumbura. À peine arrivés à l'intérieur du camp, les putschistes ont encerclé la caserne et ont exigé qu'on leur remette Melchior Ndadaye sous peine de faire exploser les bâtiments. Vers 9 heures du matin, après de vives discussions, les responsables de la garde présidentielle auraient livré le président aux parachutistes. Le président Ndadaye a été assassiné vers 10 heures, ses vertèbres ont été brisées. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, enterré au cimetière de Ruziba, au sud de la capitale. Il a été exhumé le 30 octobre, avant d'être transporté à la brasserie limonaderie de Bujumbura, la Brarudi. Les circonstances exactes de son exhumation demeurent floues. Le dossier sur l'assassinat de Melchior Ndadaye n'a pas encore révélé tous ses secrets jusqu'à ce jour. 2. En 1994, Cyprien Ntaryamira, président de la République du Burundi, a tragiquement disparu lors d'un attentat terroriste contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana. L'avion a été abattu au-dessus de l'aéroport de Kanon près de Kigali, emportant avec lui d'autres personnalités rwandaises et burundaises, dont les ministres burundais du Plan, M. Bernard Siza, et de la communication et porte-parole du gouvernement, M. Cyriaque Simbizi. Malheureusement, il n'y a eu aucun survivant. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé au secrétaire général de recueillir des informations sur cet attentat et de faire rapport dans les plus brefs délais. Malgré cela, 29 ans plus tard, aucune vérité n'a été révélée.
Il semble que les Nations Unies aient abandonné ou même entravé les recherches sur cet événement qui a marqué le début du génocide rwandais, causant la mort d'environ 1 million de personnes. Dans une interview accordée à Libération le 19 mars 2004, Boutros Boutros-Ghali, alors secrétaire général de l'ONU, a évoqué des éléments mystérieux et synchronisés dans cette affaire, notamment la disparition de la « boîte noire » et l'interruption de l'enquête par le TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il a également soulevé des préoccupations quant à l'infiltration du système onusien par un réseau qui aurait cherché à enterrer cette affaire. 4e. Président du Togo, Sylvanus Olympio, qui a occupé ce poste de 1961 jusqu'à son assassinat le 13 janvier 1963 devant l'ambassade américaine de Lomé lors du coup d'État orchestré par Gnassingbé Eyadema. Né le 6 septembre 1902 à Kpando, Sylvanus Olympio était un homme politique togolais de renom. Avant d'accéder à la présidence, il avait également occupé le poste de Premier ministre à partir d'avril 1958, suite aux premières élections législatives libres et transparentes. Sa prise de fonction officielle en tant que président a eu lieu après une cérémonie solennelle à la Chambre des représentants le 16 mai de la même année. 5e. 1966, John Aguiyi Ironsi, président de la République du Nigeria. Le major général Johnson Thomas Umunakwe Aguiyi Ironsi est né le 3 mars 1924 à Umuahia et est décédé le 29 juillet 1966 à Lalupon, dans l'état d'Oyo. Il était un homme d'État nigérian de renom. Aguiyi Ironsi a dirigé le Nigeria du 16 janvier 1966 jusqu'à ce qu'il soit renversé et assassiné par des rebelles le 29 juillet 1966. Thomas Umunakwe Aguiyi Ironsi est né de son père Mazi, qui signifie « Monsieur » en Igbo, et Ezego Aguiyi le 3 mars 1924 à Umuahia Ibeku, dans l'état actuel d'Abia, au Nigeria. À l'âge de 8 ans, il a emménagé chez sa sœur aînée Anyama, mariée à Theophilus Johnson, un diplomate sierra-léonais basé à Umuahia. Aguiyi Ironsi a ensuite adopté le nom de famille de son beau-frère, qui est devenu une figure paternelle pour lui. Malgré l'opposition de sa sœur, Aguiyi Ironsi a rejoint l'armée nigériane à l'âge de 18 ans. 6e. 1969, Abdirachid Ali Shermarke, homme politique somalien, a été président de la République de Somalie. Né le 16 octobre 1919 et décédé le 15 octobre 1969, il a occupé le poste de Premier ministre du 12 juillet 1960 au 14 juin 1964, avant de devenir président à partir du 10 juin 1967 jusqu'à son assassinat. Tragiquement, lors d'une visite officielle dans la ville de Lassano, il a été abattu par l'un de ses propres gardes du corps. Le lendemain de ses funérailles, le 21 octobre, l'armée somalienne a pris le pouvoir lors d'un coup d'État dirigé par le général Mohamed Siad Barre. Abdirachid Ali Shermarke est également le père d'Omar Abdirachid Ali Shermarke, qui a lui-même occupé le poste de Premier ministre de 2009 à 2010. 7e. 1972, Abed Amani Karum, président de la République de Zanzibar, a marqué l'histoire de l'Afrique. Né le 4 août 1905, Karum a été le premier président de Zanzibar et le chef de l'Afro-Shirazi Party. Après la révolution zanzibarite en janvier 1964, qui a renversé le dernier sultan, Julius Nyerere, président du Tanganyika, et Karum ont fondé la République unie de Tanzanie 3 mois plus tard. Nyerere est devenu président et Karum a occupé le poste de vice-président. Tragiquement, Karum a été assassiné le 7 avril 1972 à Zanzibar. Alors qu'il jouait au bao au quartier général du parti Afro-Shirazi, il a été attaqué par 4 assaillants qui lui ont tiré dessus. Son fils, Amani Abed Karum, a suivi ses pas et a été élu président de Zanzibar en 2000 et en 2005. Il a été succédé par Ali Mohamed Shah. 8e. Richard Ratsimandrava. Né le 21 mars 1931 à Tananarive, Madagascar, et est décédé le 11 février 1975 dans la même ville. Il était un militaire et homme d'État malgache. Pendant une période de 6 jours, du 5 au 11 février 1975, il a été le chef d'État de la République de Madagascar, jusqu'à son assassinat. Originaire d'une famille Merina, Richard Ratsimandrava a quitté Madagascar pour la France afin de poursuivre ses études supérieures. Après avoir suivi une préparation à la Corniche Carnot de Dijon, il a intégré l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, à Coët-Quidan. Il a ensuite servi dans l'armée française au Maroc et en Algérie. En 1959,
Alors qu'il était lieutenant dans l'armée française, il a été affecté à Madagascar au 12e bataillon d'infanterie de marine à Fianarantsoa. Après l'indépendance de Madagascar proclamée le 26 juin 1960, Ratsimandrava a continué à servir en tant qu'officier de l'armée de terre jusqu'en 1962. Suite à une demande pour rejoindre la gendarmerie, il a effectué un stage à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun, en France, et est devenu commandant en second en 1967, puis finalement commandant de la gendarmerie malgache en 1969. Ratsimandrava est resté à ce poste jusqu'en 1972 et a joué un rôle dans le rétablissement de l'ordre public dans le sud de l'île. Il a donné des directives pour la protection des postes de gendarmerie et a sanctionné certains gendarmes qui ont obéi aux ordres de cadres administratifs et politiques. Il a également empêché toute chasse à l'homme de la part de l'administration contre les cadres du parti dirigé par Monja Jaona en avril 1971, et a dialogué avec les partisans de ce parti à Antanimora pour maintenir l'ordre. 9e. 1975 François Ngarta Tombalbay, né le 15 juin 1918 à Bessada près de Koumra, était un homme d'État tchadien. Il a été président de la République du Tchad du 11 août 1960 jusqu'à son assassinat lors d'un coup d'État le 13 avril 1975 à N'Djamena. D'origine ethnique Sara et originaire du Moyen Chari, François Tombalbay était instituteur de formation et de confession chrétienne protestante. Il était membre du Parti progressiste tchadien, PPT, qui était la section locale du Rassemblement démocratique africain, RDA. Proche de la gauche française de l'Aïve République, il a été élu conseiller territorial du Moyen Chari en 1952, puis vice-président du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française, AEF, en 1957, sous le statut de la loi-cadre des Fers de 1956. Pendant cette période, il s'est opposé au député antillais Gabriel Lisette. Les années précédant l'indépendance ont été marquées par la consolidation de la position de Tombalbay au sein du PPT. Il a ainsi remplacé son rival à la présidence du Conseil des ministres en mars 1959, puis en juin de la même année, il a été investi par l'Assemblée nationale pour diriger un gouvernement d'union. Après la proclamation de l'indépendance le 11 août 1960, Tombalbay a réussi à évincer Lisette de tous ses mandats en lui interdisant par télégramme de revenir au Tchad lors d'un voyage à l'étranger. Il a ainsi réussi à mettre en minorité son adversaire en s'appuyant sur les partis musulmans du nord du Tchad, qui avaient préféré Tombalbay à Gabriel Lisette, considéré comme un étranger. Il est ainsi devenu le premier chef de l'État tchadien. Élu président de la République en 1962, le PPT a été proclamé parti unique et Tombalbay a commencé à accumuler les fonctions, chef de gouvernement, puis, après 1966, il a dirigé lui-même plusieurs ministères. En 1968, une insurrection armée dans les régions de l'Est et du Nord, menée par des groupes islamistes opposés aux sudistes chrétiens, a contraint la France à envoyer des troupes contre le Frolina. La dérive autoritaire de Tombalbay, déjà perceptible, s'est accentuée après cette période. Réélu en juin 1969, il a concentré tous les pouvoirs de l'État. Déjouant une tentative de coup d'État en 1971, orchestrée par la Libye, il s'est lancé dans une violente campagne des « authenticités » africaines, à l'instar de Mobutu au Zaïre. Cette campagne comprenait le changement des prénoms occidentaux en prénoms d'origine africaine et tchadienne, la transformation de Fort Lamy et Fort Archambault en N'Djamena et Sarr respectivement, ainsi que la promotion du Yondo, une initiation culturelle systématique pour les jeunes garçons Sara, etc. En 1972, il a rompu avec la France et Israël, renouant les relations avec le Soudan et la Libye afin de mettre fin à leur soutien au Frolina. Dans le même temps, il s'est tourné vers les États-Unis dans le cadre de la recherche pétrolière au Tchad. En décembre 1972, il a accepté l'occupation de la bande d'Aouzou par la Libye en échange de l'arrêt du soutien au Frolina. 6 mois plus tard, les troupes libyennes ont investi la région et ses principales villes, établissant une base aérienne près de l'oasis d'Aouzou. Au cours des premières années des années 1970, Tombalbay a critiqué les performances médiocres de l'armée nationale tchadienne dans la guerre civile, ce qui a irrité le corps des officiers et a sapé leur loyauté. Il a procédé à des purges et à des remaniements fréquents. En mars 1975, Tombalbay a ordonné l'arrestation de plusieurs officiers supérieurs soupçonnés de tentative de coup d'État. Le 13 avril 1975, plusieurs unités de la gendarmerie de N'Djamena, agissant sous la direction de jeunes officiers, ont fomenté un coup d'État, motivé en partie par le recul face à la Libye.
François Tombalbaye a été assassiné lorsque les insurgés ont pris d'assaut le palais présidentiel. Il a été blessé lors de la fusillade et a succombé à ses blessures par balle. Le 15 avril, l'ancien commandant de l'armée nationale tchadienne, Félix Maloum, qui avait été arrêté en mars, a été nommé président par un conseil militaire. Maloum a immédiatement dénoncé le traité signé par son prédécesseur avec la Libye et a repris le soutien aux rebelles libyens opérant depuis le Tchad. 10e. En 1976, le président nigérian Murtala Rama Mohamed a été assassiné lors d'une tentative de coup d'État orchestrée par le lieutenant-colonel Bukar Dimka. Cependant, le coup a rapidement échoué avec la défection de plusieurs commandants militaires. Le second de Mohamed, Olusegun Obasanjo, a prêté serment en tant que président de la République le 14 février 1976. Le 13 février, le convoi présidentiel de Mohamed est tombé dans une embuscade préparée par les rebelles de Dimka sur l'île d'Ikoyi. Mohamed a été tué et Dimka a annoncé à la radio nationale qu'il avait pris le pouvoir. Il a invoqué des accusations de corruption, de mauvaise gestion et d'arrestation sans procès pour justifier le coup d'État. Cependant, plusieurs commandants militaires des États du Nigeria se sont rapidement dissociés de son action, entraînant l'échec du renversement. Le chef d'état-major des forces armées, Olusegun Obasanjo, a annoncé l'échec du coup et l'arrestation des rebelles. Le 14 février, les 20 membres du Conseil militaire suprême ont unanimement désigné Obasanjo comme nouveau chef de l'État. Dans une allocution à la nation, le président Obasanjo a annoncé la poursuite des politiques de Mohamed et la perspective d'un retour à un gouvernement civil. Le 11 mars, l'ancien ministre de la Défense et 29 autres conspirateurs ont été exécutés pour leur rôle dans la tentative de coup d'État. Le 15 mai, 7 autres personnes, dont Dimka, ont subi le même sort. La complicité du général Yakubu Gowon, ancien président renversé en 1975 par Mohamed, a également été évoquée. Son extradition du Royaume-Uni a été demandée, mais Londres s'y est opposé, ce qui a refroidi les relations entre les gouvernements britanniques et nigérians. 11e. En 1977, Mariam Gwabi, président de la République du Congo-Brazzaville, est assassiné lors d'une fusillade perpétrée par un commando armé. Son mandat présidentiel, qui a débuté en 1968, a été marqué par une appréciation particulière de la part des jeunes révolutionnaires, qui en ont fait un véritable mythe. Mariam Gwabi, un officier de l'armée, a pris la tête de la révolution congolaise dans les années 1960 et a accédé au pouvoir en 1968 à la suite de luttes politiques et armées. Il a ensuite renommé le pays en République populaire du Congo. En tant que chef du Parti congolais du travail, PCT, et président du Conseil d'État, il a également exercé le contrôle sur l'armée, la défense nationale et la sécurité. Bien qu'il ait rejeté l'idée de socialisme africain, il a établi un modèle marxiste-léniniste qui favorisait une plus grande coopération avec l'Union soviétique et ses alliés. Sur le plan économique, il avait une approche pragmatique, avec peu de nationalisation et une ouverture aux investissements étrangers et nationaux. Cependant, le gouvernement de Ngouabi a dû faire face à de nombreux défis, notamment la consolidation de l'unité nationale face aux dissensions et rivalités qui minaient l'administration et divisaient la population. Ces tensions ont atteint leur paroxysme au milieu des années 1970, le PCT étant perçu comme un instrument de domination par l'élite originaire du nord du pays. Le régime a également été confronté à des problèmes économiques liés au secteur pétrolier, aux mines de potasse et à de nombreuses manifestations. Malgré ses efforts pour éviter une dizaine de tentatives de coup d'État, Mariam Gwabi a été assassiné le 18 mars 1977 lors d'une fusillade dans sa résidence officielle à Brazzaville. Des liens ont été établis entre les assassins et l'ancien président Alphonse Massamba, qui a été arrêté, jugé coupable de complot et fusillé. D'autres complices ont également été exécutés en 1978. 12e. En 1977, Tafari Banti, président de la République d'Éthiopie, a été sommairement exécuté sur ordre de son rival Mengistu El Mariam. Tafari Banti, né le 11 octobre 1921 à Addis Abeba, était un militaire et homme d'État éthiopien. Il a rejoint l'armée éthiopienne à l'âge de 20 ans et a servi dans différentes divisions. En 1967, il a été attaché militaire à Washington, D.C., où il a été victime de discrimination raciale. Après l'assassinat du lieutenant-général Aman Andon en novembre 1974,
Mengistu El Mariam est devenu président par intérim jusqu'à ce que Tafari Banti soit nommé à ce poste par le derg. Pendant son mandat, Tafari Banti a été le visage public du Conseil du gouvernement et a prononcé des annonces publiques. Sous son gouvernement, la monarchie a été officiellement abolie en mai 1975, et un gouvernement socialiste d'inspiration marxiste-léniniste a été instauré. Cependant, Mengistu El Mariam s'est affirmé comme le principal dirigeant politique. Des affrontements violents ont éclaté en 1976 entre les membres de différentes organisations marxistes-léninistes, et Tafari Banti a été accusé de favoriser l'une de ces organisations. Le 3 février 1977, Tafari Banti a été abattu avec 7 autres membres du derg, et Mengistu El Mariam lui a succédé en tant que chef de l'État éthiopien. 13e. En 1981, Anwar el-Sadat, président de la République d'Égypte, a été assassiné lors d'un défilé militaire au Caire par un commando de fondamentalistes musulmans. Successeur de Gamal Abdel Nasser en 1970, Sadat avait adopté une attitude conciliante envers les Américains et Israël, ce qui lui avait attiré l'hostilité des intégristes musulmans. Plus tôt dans l'année, il avait réprimé sévèrement ces groupes. Le 6 octobre 1981, lors du défilé militaire commémorant la guerre du Kippour, un commando surprise a attaqué, causant la mort de Sadat et de 3 autres personnes, ainsi que des blessures à une trentaine d'autres. Les funérailles du président ont eu lieu le 10 octobre, en présence d'anciens présidents américains tels que Richard Nixon, Gerald Ford et Jimmy Carter, du premier ministre israélien Menahem Begin, ainsi que d'autres leaders politiques influents. Hosni Moubarak, vice-président qui se trouvait près de Sadat lors de l'attaque, lui a succédé à la présidence. Son accession au pouvoir a été largement approuvée lors d'une consultation populaire le 13 octobre. Moubarak a poursuivi les accords internationaux conclus par son prédécesseur et a entrepris des purges au sein de l'armée avant d'adopter une approche plus modérée envers les intégristes. 14e. En 1980, le président libérien William R. Tolbert est renversé après 9 ans au pouvoir par un groupe de militaires dirigé par Samuel Karto. Ce coup d'État marque la fin du règne des Libériens descendants d'Américains qui ont dirigé le pays depuis son indépendance. La décision du président Tolbert d'augmenter le prix du riz a provoqué une manifestation pacifique à Monrovia le 14 avril 1979, qui a malheureusement dégénéré en scène de vandalisme et de violence, entraînant de nombreux décès. Le pouvoir de Tolbert, en place depuis 1971, est ébranlé. Un an après ces événements, le 12 avril 1980, un coup d'État est mené par une dizaine de membres des forces armées du Libéria, dirigés par le sergent-maître Samuel Karto, tous issus de la tribu des Krans et de la majorité des Libériens. Tolbert est assassiné pendant le coup d'État, de même que de nombreux officiers du gouvernement, ministres et membres de sa famille. Do justifie le renversement en dénonçant la corruption et le manque de respect des droits des citoyens du régime précédent. La Constitution est abolie et le pays est dirigé par un conseil de rédemption du peuple formé de militaires, avec Do à sa tête. Do oriente le Libéria vers une plus grande coopération avec l'Occident, notamment sur le plan économique. Les années 1980 sont marquées par plusieurs tentatives de coup d'État et malgré une nouvelle constitution et des élections, la légitimité du régime reste fortement contestée. Samuel Do sera lui-même renversé et exécuté en septembre 1990. 15e. En 1987, Thomas Sankara, président du Burkina Faso, a été assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien ami et conseiller principal, Blaise Compaoré. Cela marquait le 5e coup d'État réussi dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis son indépendance en 1960. À la tête du Front populaire du 15 octobre, le capitaine Blaise Compaoré, numéro 2 du régime, a décidé de renverser le gouvernement de Sankara. Le coup de Compaoré a déclenché de violents affrontements à l'intérieur du palais présidentiel entre les forces rebelles et les loyalistes. Environ 100 personnes ont perdu la vie, dont Thomas Sankara et 12 autres officiers. Compaoré a justifié le coup en affirmant qu'il devait agir avant que le président n'instaure le monopartisme et ne fasse arrêter et exécuter tous ses opposants politiques. Le lendemain, Compaoré a déclaré le 16 octobre jour férié national pour que tous puissent célébrer la mort de Sankara. Cependant, le coup a été mal accueilli par la population et le nouveau dirigeant n'a pas joui de la même popularité que son prédécesseur. Compaoré a fermé les frontières du pays, imposé un couvre-feu et dissous le conseil révolutionnaire de Sankara.
Il s'est autoproclamé président d'un front populaire et a nommé ses camarades d'armes Jean-Baptiste Lingani et Henri Zongo respectivement premier et deuxième vice-président. En septembre 1989, les deux seront exécutés pour complot. Compaoré a finalement annoncé qu'un nouveau président serait choisi par des représentants des 30 provinces du pays. En 1991, l'adoption d'une nouvelle constitution a ouvert la voie à des élections multipartites. 16e. En 1989, Ahmed Abdallah, président de la République des Comores, est assassiné à Moroni, la capitale, peu de temps après avoir pris la décision de supprimer la garde présidentielle et d'expulser Bob Denard des Comores. Cette période d'instabilité conduira à l'intervention de la France pour rétablir l'ordre. Ahmed Abdallah est arrivé au pouvoir en 1978 à la suite d'un coup d'État orchestré par le mercenaire français Bob Denard. Ce dernier a ensuite pris le commandement de la garde présidentielle et est devenu un homme puissant du régime. Abdallah a été réélu sans opposition et a renforcé son pouvoir en abolissant le poste de Premier ministre. En 1989, il a fait adopter un amendement constitutionnel lui permettant de briguer un autre mandat. Il s'est également éloigné de Denard et de ses associés, qu'il a expulsés après avoir consulté la France et l'Afrique du Sud. C'est dans ce contexte qu'Abdallah a été assassiné dans sa résidence de Moroni dans la nuit du 26 au 27 novembre. Bien que Denard ait attribué ce meurtre à l'armée, il a rapidement été considéré comme l'instigateur. Le 29 novembre, Denard et la garde présidentielle ont effectué un coup d'État, tuant des policiers, arrêtant des centaines de personnes et désarmant l'armée régulière. Le successeur constitutionnel d'Abdallah, le président de la Cour suprême, a été destitué et remplacé par Mohamed Saïd Johar, un choix de Denard. La France et l'Afrique du Sud ont réagi à ce coup d'État en isolant Denard. Le 7 décembre, Denard a réprimé violemment les manifestations étudiantes et ouvrières. Une grève générale a éclaté, incitant Denard à se rendre aux forces françaises le 15 décembre. Il s'est ensuite envolé avec ses alliés pour Pretoria, où il a été placé en état d'arrestation. De retour en France en février 1993, il a été arrêté mais a été exonéré du meurtre d'Abdallah. 2 ans plus tard, il a tenté, sans succès, de reprendre le pouvoir lors d'un dernier retour aux Comores. 17e. En 1990, le président libérien Samuel Doe est capturé par les rebelles du Front patriotique national du Libéria, NPFL, dirigé par Charles Taylor et succombe à ses blessures. Le 22 novembre, Amos Saouier prête serment en tant que président intérimaire du Libéria, comblant ainsi le poste vacant depuis 2 mois. Les méthodes autoritaires et répressives du président Doe, au pouvoir depuis 1980, ont créé de fortes tensions entre les différents groupes ethniques du pays. La situation s'aggrave lorsque 2 groupes rebelles se forment. Charles Taylor dirige le NPFL tandis que le prince Yormik Johnson commande un front indépendant. Le 23 juillet 1990, les troupes de Johnson prennent le contrôle de la capitale, Monrovia. En réponse, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, envoie une force de maintien de la paix de 4000 hommes déployés le 24 août. Le 9 septembre, le président Samuel Doe se rend aux quartiers généraux de la force multinationale de maintien de la paix. Des affrontements éclatent entre la force africaine et les partisans de Johnson. Pendant les combats, le président Doe est blessé par balle et fait prisonnier. Il succombe à ses blessures le 10 septembre. La mort du président Doe n'arrête cependant pas le brigadier général David Nimley, qui dirige les troupes gouvernementales, de poursuivre les combats. Après une brève trêve conclue fin septembre, la guerre civile reprend en octobre. Tour à tour, Taylor, Johnson, Nimley et Amos Saouier, le chef du gouvernement d'unité nationale intérimaire en exil à Banjul, se proclame président. Le 22 novembre, Amos Saouier est reconnu par la CEDEAO et prête serment en tant que président pour établir un gouvernement intérimaire. 18e. En est froidement assassiné le 29 juin alors qu'il prononce un discours à la Maison de la Culture d'Annaba. Cet événement tragique marque la disparition d'un espoir et plonge l'Algérie dans ce qui sera connu sous le nom de décennie noire. Alors qu'il tient un discours, Mohamed Boudiaf prononce les mots suivants: « Les autres pays nous ont devancés par la science et la technologie. L'islam. » Cependant, son discours est brutalement interrompu par une explosion sur sa droite. Quelques secondes plus tard, il est abattu de plusieurs balles par un homme en uniforme armé d'une mitraillette.
Ainsi se termine le parcours de ce combattant de l'indépendance au visage émacié, qui a dédié sa vie à l'Algérie, dans un acte violent et sanglant. 19e. En 1994, Juvenal Habyarimana, président du Rwanda, et Cyprien Taryamira, président du Burundi, ont perdu la vie lorsque leur avion a été abattu. Cette tragédie a déclenché des massacres qui ont causé la mort de centaines de milliers de personnes au Rwanda. Un accord de paix signé le 4 août 1993 avait temporairement mis fin à la guerre civile opposant la minorité Tutsi à la majorité Hutu au Rwanda. Cependant, des tensions persistaient et ont atteint des proportions sans précédent à partir du 6 avril 1994, date à laquelle le président Habyarimana, un Hutu, a été tué dans l'attaque de son avion près de l'aéroport de Kigali. Des milices extrémistes Hutus ont alors entrepris des représailles sanglantes, massacrant des centaines de milliers de Tutsis et de Hutus modérés. La première ministre du pays, Agathe Uwilingiyimana, une Tutsi, a également été victime de ces violences. Les rebelles Tutsis du Front patriotique rwandais, FPR, ont ensuite pris l'initiative, poussant des Hutus à se réfugier dans les pays voisins. L'ampleur de cette tragédie a conduit les pays occidentaux à déployer davantage de troupes et à inciter l'Organisation des Nations Unies, ONU, à établir un tribunal pénal international à Arusha, en Tanzanie. Selon les estimations, cette tragédie aurait causé la mort d'au moins un demi-million de personnes et provoqué le déplacement de plus d'1,5 million de réfugiés. Les Rwandais n'avaient connu qu'un gouvernement Hutu depuis l'indépendance, mais les accords de paix signés l'année précédente, après 3 ans de guerre avec l'armée gouvernementale, prévoyaient l'entrée des Tutsis au gouvernement et au Parlement. Malheureusement, ces accords n'ont pas été mis en œuvre. La mauvaise volonté dont le président Habyarimana a fait preuve pour les appliquer pourrait être liée à sa mort violente. La région des Grands Lacs, déjà qualifiée de poudrière depuis les massacres d'octobre et de novembre au Burundi, mérite plus que jamais cette appellation tragique. Les déplacements de population, qui touchent également la République démocratique du Congo, l'Ouganda et la Tanzanie, augmentent les risques de violence interethnique. 20e. Ibrahim Baré Maïnassara, né le 9 mai 1949 à Maradi, Afrique occidentale française, et décédé le 9 avril 1999 à Niamey, était un militaire nigérien et président de la République de 1996 à 1999. Il a dirigé un coup d'État en janvier 1996 au Niger, prenant ainsi la tête du Conseil de salut national, avant d'être assassiné 3 ans plus tard. Né à Maradi en 1949, il a fait ses études primaires à Niamey, puis a suivi une formation militaire à Madagascar et en France. En 1974, à l'âge de 25 ans, il est devenu aide de camp du président Séni Kountché, après avoir participé au coup d'État qui l'a porté au pouvoir. En 1976, il a été nommé commandant de la garde présidentielle, puis a pris le commandement de la compagnie parachutiste de Niamey 2 ans plus tard. En 1984, il est devenu chef du 3e bureau de l'état-major des forces armées. Entre 1986 et 1987, Ibrahim Baré Maïnassara a occupé le poste d'attaché militaire à l'ambassade du Niger à Paris, avant d'être nommé ministre de la Santé de 1987 à 1990. De 1990 à 1992, il a été ambassadeur en Algérie. En 1992, il est revenu au Niger pour devenir conseiller de défense du Premier ministre de transition Amadou Chefou. Après la première élection présidentielle démocratique en avril 1993, il est devenu chef d'état-major particulier du président Mahaman Ousmane en juin de la même année. 21e. En 2001, Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, RDC, a été assassiné le 16 janvier. L'assassinat a eu lieu dans son bureau au Palais de Marbre à Kinshasa, la capitale du Congo. Le meurtrier était un jeune homme de 18 ans nommé Rachidi Kazoreka, qui a été abattu peu après. Selon les informations disponibles, certains anciens Kadogo étaient impliqués dans ce complot. La réputation de Kabila avait été entachée par ses actions contre les Kadogo, et la veille de son assassinat, il avait ordonné l'exécution de 47 d'entre eux, qu'il accusait de comploter contre lui. Sa réputation auprès de l'armée avait donc décliné et sa vie était en danger. En novembre 2000, Kabila avait déjà réprimé un complot présumé contre lui, arrêtant, torturant et tuant des soldats fidèles au commandant Anselme Mazazunindaga. Le complot pour assassiner Kabila a commencé en janvier 2001,
lorsque certains Kadogos se sont rendus à Brazzaville et ont élaboré un plan, connu sous le nom d'opération Mbongo 0, pour pénétrer des positions clés dans la capitale, y compris le palais de marbre. Le 16 janvier 2001, l'assassin est entré dans le bureau du président et a tiré sur lui à 4 reprises, avant de s'échapper avec d'autres conspirateurs. Des gardes du corps ont riposté et ont abattu l'assassin. Kabila a été transporté en hélicoptère vers une clinique à Gombe, puis transféré à Harare, au Zimbabwe, pour des soins médicaux. Il a été déclaré mort le 18 janvier à 10h. 22e. En 2009, João Bernardo Vieira, président de la Guinée-Bissau, a été assassiné par des militaires en représailles à l'attentat à la bombe qui a coûté la vie au chef d'état-major de l'armée, le général Tagme Naoué. Les tensions en Guinée-Bissau se sont intensifiées, et le président Vieira a été tué par des balles tirées par des militaires alors qu'il tentait de fuir sa maison attaquée par un groupe de militaires proches du général Tagme Naoué. Le capitaine de frégate Zamora Induta, responsable des relations extérieures de l'armée, a immédiatement accusé le président d'être l'un des principaux responsables de la mort du général Tagme. Les militaires ont affirmé que cet acte ne constituait pas un coup d'État et qu'il respecterait l'ordre constitutionnel et la démocratie. João Bernardo Vieira, surnommé Nino, avait dirigé la Guinée-Bissau pendant près de 23 ans. Il avait été réélu à la présidence en 2005, 6 ans après la fin de la guerre civile de 11 mois qu'il avait évincé du pouvoir. La mort du président bissau-guinéen a été condamnée par la communauté internationale, et la situation dans le pays reste préoccupante. La Guinée-Bissau a connu de nombreux coups d'État, tentatives de coups de force et mutineries depuis son indépendance en 1974. L'armée joue un rôle central dans ce petit pays rural, classé parmi les plus pauvres du monde.